Suivez Samedi Sport avec Eddy Giscard Meno. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Je rappelle que nous sommes en direct, bien sûr, ce soir. Et comme d'habitude, nous allons vous offrir le meilleur du sport. Ne manquez surtout pas une surprise avec le petit journal de Mirabo Marob. Voici le sommaire. Au sommaire de Samedi Sport, l'imbroglio Rainbow FC, la FECA Foot et la MLS. Pourquoi l'agent Paulo Teixeira s'en mêle? Comment faire renaître l'engouement du football au Cameroun? Le rôle des médias, la responsabilité marketing, la formation et surtout le rôle de l'État. Ensuite, cap sur le déroulement de la nuit du football africain avec des interviews exclusives des frères Ayou. Nous sortirons avec les dessous de l'adieu bouleversant d'Iker Casillas. Y a-t-il péril dans la demeure au sein des Merengues? Messieurs, dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Retour sur le plateau pour la présentation du panel qui est aujourd'hui constitué de Lydie Abeko. Lydie, bonsoir. Bonsoir Edith et bonsoir à tous les téléspectateurs. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition de Samedi Sport. Merci de m'inviter encore. Très bien. À ses côtés, un autre qui nous revient aussi, Georges Gimbous. Georges, bonsoir. Bonsoir Edith. La grande forme, on espère. Très grande forme. C'est vrai que depuis quelque temps, vous n'avez pas revu sur le plateau. Oui, un peu occupé, ça et là, mais je suis là. Très bien. On va évoluer avec Dominique Assako qui est parmi nous. Dominique Assako, bonsoir. Bonsoir Eddy Giscard. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2. Merci, c'est un plaisir partagé. Très bien, on termine avec, on l'appelle LP, hein, mais il est plus connu sous le nom de Le Péri Wandi, hein, qui est bientôt en train de nous sortir, de nous faire une parution. D'ailleurs, la parution, elle va évoquer, ce sera quoi exactement votre parution? Il faut d'abord que je vous la fasse un peu à la Thuram avec le fameux geste qui m'a rappelé d'énormes souvenirs, c'était en 98. Bonsoir à vous et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Effectivement, je suis en train de boucler en ce moment un livre qui traite d'une question qui m'intéresse beaucoup. Je parle pas de football, mais de la société moderne, de l'idéologie moderne. Je me livre à une sorte d'analyse critique de la civilisation dans laquelle nous avons été embarqués, voici maintenant 5-6 siècles. Très bien. Donc il s'agira d'une analyse critique. Le livre sort le mois prochain. Mais je ne fais pas que critiquer, je propose une piste parce que je suis convaincu dans cet ouvrage qu'il faut inévitablement procéder à une sorte de transition civilisationnelle. J'ai quelques idées, on en reparlera dans un autre cadre. Très bien, on en profite justement pour évoquer la première rubrique de cette édition, intitulée la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive nationale, la presse sportive internationale. Report unusual illnesses. Together, we can beat Ebola. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. Camfoot se penche sur la titularisation d'Azoué Kotor en amical face à Nantes et sa contre-performance. Et l'Union de Douala qui aurait loupé le coche face au Tonnerre à Douala et la possibilité de monter sur le podium. Le site Boa Football fait état des sélections féminines qui seraient dans un désarroi absolu et le président Joseph Corona qui sera à l'heure du partage des retombées de la Coupe du Monde. Le quotidien portugais Record qui annonce l'arrivée de Naldo, le défenseur central brésilien de l'Udinese, qui se rapproche du Sporting de Lisbonne pour 10 millions d'euros. Selon de Sun Sport, l'une des nouvelles exigences offensives de Luis Van Gaal semble être le Belge Christian Benteke, l'on serait sur une transaction à hauteur de 32 millions de livres. La Gazzetta dello Sport en Italie fait état de la possibilité de départ d'Arturo Vidal en direction de l'Inter et comme son successeur à la Juve, l'on pense déjà à Mario Götze. Cependant, Cordoba a déjà été énorme avec l'Inter en amical. En Espagne, avec le quotidien Marca qui décrit la volonté de Benitez, quel nouvel entraîneur souhaiterait que le Real défende mieux, Luka Modric quant à lui revient de blessure et fait partie des piliers de Benitez dans son futur dispositif. Le successeur de Casillas, selon AS, semble bel et bien être Casillas, le portier de l'Espagnol dont la transaction pourrait être 6 millions d'euros. Le quotidien L'équipe reste sur la grande boucle, avec une volonté ferme des concurrents du maillot jaune, Christopher Froome, de lui ravir la vedette. L'hebdomadaire France Football fait l'analyse de la période des transferts avec des conseils comment recruter Mala, avec des exemples de Ben Arfa qui serait sans club. Ce sera tout pour cette rubrique Média Presse.
suivez Samedi Sport sur Canal 2 avec Eddie Discar. Alors effectivement, on va évoquer le premier sujet de cette édition autour de cette actualité qui a fait beaucoup de rebond au niveau de la presse cybernétique concernant l'Africa Foot, Rainbow, cette structure d'agents de joueurs, et également la MLS, bien sûr. Mais autour de cela, pour évoquer ce sujet, nos différents panélistes, Georges Gembous, de manière conséquente, selon vous, que se passe-t-il concernant ce dossier? Ben, il se passe que il y a une espèce d'imbroglio entre la MLS, Rainbow et certains dirigeants de clubs, et avec bien sûr l'implication de la Ligue de football camerounaise et puis l'Africa Foot. Il se trouve qu'il y a une structure qui s'appelle Rainbow qui est basée en Angleterre, qui a une succursale à Banenda, à Boya, je crois, et qui a une filière de transfert de joueurs depuis le Cameroun vers les États-Unis avec la MLS, la Ligue américaine de football. Il se trouve que Rainbow, lorsqu'il repère des jeunes joueurs, pour que ces joueurs puissent être transférés à la Ligue américaine de football, dans les clubs de la Ligue américaine de football, ils exigent que ces joueurs passent par une structure qui est... Ce qui est légal tout de même. Ce qui est légal. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est que quelquefois, c'est des joueurs qui appartiennent à des clubs qui sont affiliés à la Fédération camerounaise de football. Après, ils se retrouvent chez Rainbow, et au niveau de ces transactions entre le passage des clubs vers Rainbow jusqu'aux États-Unis, il se passe des transactions entre la Ligue, l'Africa Foot et ces clubs qui ne sont pas très clairs. D'un autre côté, les présidents de clubs aujourd'hui commencent à faire des réclamations parce que Rainbow estime que lorsqu'ils prennent des joueurs, il y a eu un cas où ils ont payé 2 millions de francs CFA à un président de club, et après le président se rend compte que Rainbow a touché 200 000 dollars sur un joueur. Ils estiment qu'ils ont été lésés, ils ont réclamé des primes dans la formation au club, à la MLS. Malheureusement, il y a un responsable en charge de ces affaires à la MLS qui soit ne maîtrise pas très bien les lois du sport ou bien les textes de la FIFA, qui estimait qu'il n'avait rien à payer et que tout ce que ces clubs pouvaient réclamer, ils n'avaient qu'à se retourner auprès de Rainbow. Donc c'est une grosse cacophonie, et bien sûr, lorsqu'on fouille un peu en profondeur, on se rend compte que la Ligue et l'Africa Foot... Mais est-ce que c'est le cas Rainbow, est-ce que c'est un cas particulier, c'est un cas unique? On en a souvent des cas ainsi. Non, c'est pas un cas unique. Il faut comprendre que... Vous qui êtes dans le milieu du foot, ça se passe assez souvent, plus ou moins ainsi? Pas forcément ainsi, mais il faut comprendre que pour faire sortir un jeune joueur du Cameroun vers des championnats professionnels, c'est devenu très compliqué. C'est tellement compliqué que quelquefois il faut trouver des astuces et des procédures qui flirtent toujours avec entre la légalité et l'illégalité. L'illégalité, effectivement. Au moment où vous avez une opportunité pour un jeune joueur, parce qu'à la fin de la procédure, tout le monde moi on va toujours dire que je prends le parti des agents parce que je suis peut-être pas... Ça fait partie peut-être de la coopération, c'est aussi cela. Peut-être, mais ce que je dis c'est que lorsqu'un jeune joueur a du potentiel, plutôt que de l'envoyer vers des destinations très faciles comme l'Asie, l'Afrique du Nord et tout, et qu'il y ait des possibilités de l'envoyer dans des championnats quand même compétitifs de très haut niveau, quelquefois il faut procéder de manière plus ou moins légale, mais je précise que quand je parle de flirter entre la légalité et l'illégalité, tout cela ne favorisait que parce que quelquefois la Ligue et l'Africa Foot le permettent. Sinon, ça ne pourrait pas se faire. Très bien, on rappelle tout simplement que ce sujet tout simplement parti aussi du cas Oyongo Bitolo. Et nous avons contacté entre-temps l'agent qui avait, entre guillemets, essayé de faciliter la liaison avec Oyongo justement en Europe, Onissé. Je vous prie de bien vouloir écouter sa version. Bonjour Nicolas Onis et bienvenue dans cette édition de Samedi Sport sur Canal 2. Bonjour à tous, merci. Alors, quels sont les rapports que vous avez actuellement avec Bungon de Rainbow FC? Je n'ai aucun rapport avec lui depuis qu'on a essayé de dénoncer le transfert au mois de janvier, enfin le trade, comme ils disent là-bas aux États-Unis, le trade d'Oyongo entre New York et Montréal. Zéro rapport, plus de contact, pas d'email, pas de coup de fil. Ça va faire un an bientôt, même que je l'ai pas eu au téléphone. D'accord, mais que s'est-il passé exactement sur le dossier Oyongo Bitolo? On se souvient qu'il est resté au Cameroun assez longtemps. Que s'est-il passé avec l'Imbroglio Rainbow? L'Imbroglio Rainbow, en fait, il vient du départ, en fait. Dès le départ, si vous voulez, Oyongo vient en France plusieurs fois, on essaye de le signer. Il y a une offre qui est faite de Lille, ça se passe... Le président du Coton bloque parce que c'était pas suffisant, ce qu'on peut comprendre. Et puis on attend un mercato suivant et au mercato d'après, Poudong sort du bois en nous disant qu'il a
il a un club aux États-Unis, mais qu'il ne faut pas qu'il parte de copain parce que ça va être trop cher, qu'il a déjà un accord, qu'il a ci, qu'il a ça, et donc il faut qu'il signe au Rainbow son club au pays. Donc on n'est pas trop chaud, on attend, on fait traîner vraiment au maxi en essayant de trouver quelque chose en France, okay, vu que c'était la destination privilégiée pour Ambroise au Yongo. Et puis au final, il met la pression et on arrive sur la fin du mercato, la période de transfert. Et donc, dans le même temps que Oyongo signe son contrat pour aller en MLS, on l'oblige de signer un contrat pour le Rainbow qui est la condition pour qu'il puisse aller là-bas. Alors, ben justement, qui l'oblige, justement, Nicolas, qui oblige Rainbow à signer, qui oblige Oyongo à signer à Rainbow? Kingsley Poudon. Mais pour quel intérêt? Quel était le lien de Kingsley dans cette transaction au point d'obliger Oyongo d'en arriver là? Son intérêt, l'intérêt, si vous voulez, déjà, ce qui était important, c'était que pour nous, l'intérêt, très honnêtement, on était content malgré tout que Ambroise puisse embrasser une carrière professionnelle à l'extérieur du Cameroun, d'accord? On n'avait pas trouvé, c'était pas une période faste, c'était pas simple de lui trouver un contrat, donc ça pour nous, faut pas cracher dans la soupe. On était très content que le joueur puisse aller évoluer à l'extérieur, lui aussi, d'accord? Et en plus de ça, on nous dit que c'est les New York Red Bulls, donc ça reste quand même une grosse machine avec des possibilités de bouger en interne parce qu'ils sont propriétaires de 3 ou 4 clubs, donc on s'est dit, écoute, ça peut être la bonne solution. Sauf que nous, notre intérêt, personne n'a plus d'argent. Oyongo, il avait un salaire qui était le salaire de base là-bas en MLS, donc qui n'est pas un salaire très élevé, honnêtement. Il n'y a pas eu de transaction financière pour ces clubs formateurs. Moi, en tant qu'agent, il n'y a pas eu de commission d'agent, il n'y a rien eu, en fait. C'est une affaire on nous le vend comme un tremplin, quand on dit Oyongo va là-bas, ça va être un tremplin. Voilà. Mais justement, on observe Nicolas, on observe un point assez important, c'est que justement le contrat avec Rainbow, vous êtes sans ignorer que c'est un club amateur. Et que d'après l'agrément... Au moment où on nous le dit pas que c'est un club amateur. C'est au moment où il y a le trade, en fait. C'est au moment où il y a le trade, où là, ça commence à... On se dit, bon là, il y a un souci quand même, c'est pas correct. Moi, j'avais rencontré les dirigeants avant la fin de la saison. Je me suis déplacé là-bas, à New York, j'ai vu les dirigeants et j'étais venu leur dire que j'avais des touches en Europe et que Oyongo, ça lui a quand même permis aussi d'accéder à l'équipe nationale et c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, quoi. Le maillot de l'équipe nationale, Ambroise, c'est toute sa vie, quoi, hein. C'est ce qu'il aime. Donc ça l'a mis en lumière, New York l'a mis en lumière et ça a permis d'accéder à l'équipe nationale. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Pas le côté négatif, c'est que là-bas, aux États-Unis, ils peuvent vous transférer, vous trader sans votre accord. Donc moi, les dirigeants me disent, c'est bon, non, Yongo, il va rester encore une saison chez nous, on verra au prochain mercato, sur l'hiver, peut-être, on le renverra dans un de nos clubs en Europe, en Autriche, à Salzbourg, où on verra, enfin voilà. Et au final, on ouvre la presse un matin, on apprend qu'ils l'ont envoyé à Montréal contre une transaction financière pour récupérer des joueurs. Donc là, c'est pas correct de leur part. Et puis, et voilà, donc Oyongo décide de... Moi, je lui conseille aussi de patienter un peu. On regarde après le PK, et la FECAF dit... il ne peut pas être envoyé là-bas. Déjà, il n'avait pas de contrat professionnel. Le club est un club amateur. C'est à ce moment-là qu'on découvre tout ça, en fait. C'est quand tout va bien, vous vous rendez compte de rien. C'est au moment où ça commence à mal se passer, si vous voulez, que là, vous découvrez un petit peu le poteau rose et que vous vous dites, mince, effectivement, il y a une belle escroquerie en dessous de tout ça, quoi. Mais justement, un autre point, Nicolas, c'est effectivement le fait que... vous savez bien que Oyongo était d'abord à Coton Sport. Et ensuite, de manière curieuse, selon le passeport du joueur délivré par la FECAFoot, il serait passé à Rainbow. En gros, le joueur est dans un club qui joue la Ligue des Champions, et 3 mois avant son départ, il se retrouve dans un club qui est en 2e division régionale au nord-ouest du Cameroun. Est-ce que c'était pas déjà un peu grossier tout ça, selon vous? Déjà, on ne sait pas qu'il est amateur. On ne sait pas que le club de Rainbow est amateur. Nous, les gens, moi, je ne les connais pas d'avance, ces gens-là. Donc, je ne le connais pas. J'aimais totalement dans son rôle. Et il semblait bien aperçu qu'il y avait un montage illicite en disant mais le passeport sportif, on voit
on voit bien qu'il a... C'était justement un extrait de l'entretien que nous avons eu avec Olyssée. Je viens avec vous, il dit des choses très intéressantes. Un, apparemment, la transaction ne s'est pas bien déroulée entre lui et Rimbaud. Est-ce que la faute revient à Rimbaud parce que Olyssée semble ignorer certaines informations? Deux, une chose sur laquelle il est clair, c'est que grâce à la procédure de Rimbaud, Oyongo Bitolo a pu accéder à l'équipe nationale. On est bien d'accord là-dessus? On est bien d'accord. Je pense que Nicolas Olyssée ne l'a pas caché. Par contre, il a bien dit qu'ils se sont servis de cette transaction-là pour donner de la valeur aux joueurs, c'est-à-dire comme tremplin. Donc ça, au moins, il a été honnête dessus. Maintenant, à qui est la faute entre Olyssée, la MLS ou alors encore Rimbaud FC? Je pense que tout le monde, comme a dit Georges, a eu certaines difficultés, notamment à cause du cadre juridique qui est inexistant, ou en tout cas qui n'est pas appliqué, ni par la FECAFOOT, ni par la Ligue. Et à partir de ce moment, tous les acteurs qui sont impliqués ont flirté quelque part avec l'irrégularité. Et maintenant, quand c'est à leur désavantage, tout le monde se réveille. C'est-à-dire que Nicolas Olyssée, qui jusque-là parlait de tremplin et d'avoir fait une transaction qui était blanche, c'est-à-dire qu'il n'a rien reçu, se rend compte qu'il y a un 200 000 $, il intervient. Comment il s'appelle, Texera, qui a été à l'origine de tout cela, bien sûr. Qui quelque part, quand on regarde son dossier, a toujours été le grand défendeur, on va dire, des âmes éplorées du football, et qui veut soi-disant le bien du football lui-même. Il a aussi été plusieurs fois trempé dans des histoires de transactions douteuses. En fait, partout, de toute façon en Afrique, et je pense aussi partout dans le monde, on a toujours cette irrégularité qui intervient quand il y a des transactions. En fait, on utilise des lois ou des processus qui sont semi-légaux pour parvenir à ses fins. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun des quatre entre le joueur, la FECAFOOT, c'est-à-dire la FECAFOOT et la Ligue, la MLS et Rimbaud FC, qui peut dire qu'ils sont blancs comme neige. Très bien. Alors, avec vous, Dominique Assako, justement, dans ce dossier, est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau des indemnités, selon vous, qui commence déjà à prendre le dessus? Mais je vais commencer mon propos en disant que... Et votre avis aussi sur Texera? Oui, je vais commencer mon propos en disant que nul ne peut se prévoir sa propre turpitude. Quand vous entrez en relation d'affaires avec un agent, avec une formation ou bien avec la MLS, vous devez au préalable vous prémunir de la connaissance d'un certain nombre de textes, d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc à partir de ce fait, à partir de ces préalables-là, tout ce qui est cité, tout ce qui est dénoncé par la suite, pour moi, je l'entrevois comme une certaine forme de machination. J'aimerais également savoir qui a intérêt à faire que tout ceci rebondisse. Quel est l'intérêt de ceux qui tirent les ficelles? Donc c'est un ensemble qui nous permet de nous poser beaucoup de questions. Vous avez justement parlé de l'intérêt de ceux qui tirent les ficelles. On rappelle, tout cela est parti de Paulo Texera, que nous avons eu assez régulièrement dans le cadre de ce sujet. D'ailleurs, je vous prie de bien vouloir suivre très rapidement le dernier échange que nous avons eu au téléphone. Devenu à la lumière cette fois-ci, c'est que deux choses. Ils ont touché un joueur de l'académie de Lydie Thomas, qui est Ayoub Eric. Il dit, comme moi je traite un dossier de lui déjà qui est au niveau du TAS, le dossier de Bellec, donc moi j'ai pris ça en main. J'ai fait une étude de la documentation. Par la suite, Noah m'a contacté pour Abang. Et moi, la première chose qu'on demande dans une histoire comme ça, c'est le passeport sportif du joueur qui sont la référence. Or, sur les deux passeports sportifs de ce joueur, tu avais des clubs formateurs avec un statut d'amateur. À partir de là, les clubs formateurs sont dans le droit de demander la unité de formation. Donc, moi, j'ai pris un mandat avec Noah, j'ai acheminé le mandat aux États-Unis. En ce qui concerne Ayoub, comme il y a les années dont tu as parlé, les années FECAFOOT, machin, j'ai demandé à Lydie de demander à la FECAFOOT de corriger le passeport, ce qui est en cours, et à partir de là, le problème explose, quoi. Oui, mais justement, pour le cas de Yongo et le reste, tu as remarqué sur le passeport que la FECAFOOT a signé des statuts d'amateur pour un cas et professionnel pour un autre cas concernant Rimbaud. C'est bizarre, ça. Ah oui, mais honnêtement, moi je peux pas m'en... Tu sais, je connais toute la procédure, je sais très bien comment ça se passe. Et moi, il faut que je reste dans la limite si on peut dire de mes pouvoirs. Moi, j'ai été mandaté par Fortuna. Oui. Okay, j'ai été mandaté par le club
de Libye pour les unités de formation. Le système, je le connais très bien, comment ça se passe. Je sais très bien que, bon, cette histoire de renaissance de je ne sais pas où, qui a un statut de professionnel, c'est pas possible. Après, ça c'est à la FECAFOOT de répondre pourquoi on a décidé qu'un tel avait un statut professionnel quand le club déjà n'est pas professionnel. De faire, hein. On le rappelle, comme l'a dit tout à l'heure à l'interview. Avec vous, Georges Dumbous, le cas Texera qui revient sur ce cas et qui le rappelle, hein, il a été mandaté justement par des clubs, AS Fortuna de Noah et également par Libye pour essayer de trouver des résolutions pour le jeune Ayoub justement qui aurait dû appartenir à Rainbow. Quelle est l'analyse que vous faites encore déjà de l'intervention de Texera par rapport à cela, mais surtout de la situation qui peut être en train de prendre une légère tournure? Bon, déjà, la difficulté dans ce problème, c'est qu'il y en a différents acteurs qui chacun interviennent à son tour, mais il serait intéressant de voir les clauses des contrats qui ont lié ces différents intervenants. Vu de loin, il n'y a rien d'illégal dans la procédure. Rainbow obtient un mandat de la MLS de trouver des joueurs au Cameroun et de les fournir à la MLS. Lui, il a un mandat, il se rend au Cameroun et lorsqu'il découvre des joueurs, ces joueurs appartiennent à d'autres clubs, il est normal qu'il veuille, pour protéger ses intérêts, faire passer ces joueurs par Rainbow et là, lui, il va contrôler la transaction. D'ailleurs, ça a été dit dans le précédent entretien qu'il y a eu un déplacement de Yongo vers la France la saison précédente et il n'y avait pas eu d'accord avec Auton Sport parce que les exigences financières étaient trop élevées. Donc, il est normal pour contrôler une transaction de posséder un joueur. Maintenant, le club Fortuna a touché 2 millions de francs CFA. Moi, je serais curieux quand même de voir le contrat pour savoir à quoi correspondaient les 2 millions de francs CFA. Si, comme Dominique le disait, par exemple... Je tiens à rectifier pour le cas Fortuna parce que Roger Noah, qui sans doute nous suit actuellement, je l'ai suivi, je l'ai eu la semaine dernière justement concernant ce sujet. Il était censé être sur le plateau, mais au dernier moment, il a désisté. Après toutes les informations qu'on a pu regrouper auprès de Rainbow, c'est beaucoup plus conséquent que cela, et c'est la raison pour laquelle il a cessé de collaborer avec Texera. Je pense qu'il est important de clarifier cette information. Ce que je veux dire, c'est que seul un contrat peut nous dire quels sont les accords entre les individus. Les joueurs se déplacent vers la MLS sous certaines conditions. Et l'argent n'est débloqué par la MLS que sous certaines conditions également, qui sont précisées dans l'accord que Rainbow a avec la MLS. Au moment où on paye les 200 000 $, moi, j'aimerais avoir le contrat, connaître les clauses pour comprendre à quoi correspondent les 200 000 $. Et lorsque le responsable de la MLS répond à Texera, qui est mandaté par les clubs, d'aller repérer l'indemnité de la formation, lorsqu'ils répondent qu'eux, ils n'ont rien à payer au club et que les clubs n'ont qu'à s'adresser à Rainbow, je suppose, ce monsieur, on le présente comme quelqu'un qui ne maîtrise pas bien les textes, mais je suppose qu'ils ont une raison. Ça veut dire que certainement dans leurs accords, il était prévu qu'avec les 200 000 $, ou alors la prime que Rainbow toucherait, il n'aurait plus rien d'autre à payer. Et ce soit Rainbow de désintéresser les autres. Et Rainbow a payé des montants, certes, dérisoires, mais il faudrait savoir qu'est-ce qui a été convenu, qu'est-ce qui était marqué dans les contrats pour savoir. Ça c'est clair que c'est un autre élément. Alors on va évoluer tout simplement parce que le cas, on l'a vu tout à l'heure avec l'entretien, il y avait le passeport d'un joueur, Ayoub, d'ailleurs qui a créé énormément de polémiques. Vous allez voir à l'antenne, je vais demander à la technique de le mettre en grand écran. On voit une information sur laquelle moi personnellement je peux reconnaître, laisser avoir. Le cas Ayoub, on remarque que il y a quelques années, il était à une structure qui s'appelait la FECAFOOT Academy. Et il y a été pendant 3 années. Et avant de se retrouver à Rainbow FC. Bon, apparemment, comme ça, vu la situation, personnellement, on se dit, sans doute un club fictif. Ce qu'on se dit, parce que FECAFOOT Academy, je me souviens, lorsque j'ai traité ce sujet, de cette information d'ailleurs, personnellement, j'étais persuadé que c'était un club fictif. Mais bien sûr, j'ai pris la peine d'avoir le SG de la FECAFOOT, Tom Biaroko, qui m'a expliqué les choses assez clairement. Il a tout simplement fait savoir que, selon les textes de la FIFA, il existe une mesure qui permet, lorsqu'un joueur n'a pas de traçabilité à un certain âge, entre 13 14 ans ou 15 ans éventuellement, l'association, la fédération est en droit d'inscrire une telle information. C'est-à-dire qu'on est au Cameroun, ça peut être FECAFOOT Academy, on ira au Mali, ça va être Mali Academy, etc. etc. D'ailleurs, il a pris un exemple très probant qui m'a confirmé. La FECAFOOT a reçu des indemnités de formation sur le cas Boumson. Or, on sait pertinemment que Boumson n'a jamais joué au Cameroun. Il est arrivé en France, il avait entre 15 et 17 ans. Mais bien sûr, la logique est de savoir
Bonsoir n'est pas tombé du ciel. Entre 13 ans et 14 ans, il était bien quelque part. Il était au Cameroun. Et c'est donc ainsi que l'Africa Foot a reçu des unités de formation. Et ce que M. Tambi ne nous dit pas, bien sûr, c'est tout simplement que ça sont les mesures blatères pour pouvoir, entre guillemets, avoir assez facilement les votes des Africains. Non, enfin, maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est bien sûr l'Africa Foot, quelle que soit la fédération, il profite de ces dispositions. Mais c'est légal, oui, également. Oui, c'est légal. Il faut le dire, c'est légal. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on explique clairement que l'Africa Foot Academy n'est pas un club. C'est une procédure légale. Bien sûr. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça également, les premiers fautifs, les premiers responsables, c'est les joueurs eux-mêmes. Parce que lorsqu'on demande à un joueur, lorsqu'un joueur en fait une transaction, moi j'ai été impliqué plusieurs fois dans ce genre de transaction où les joueurs, pour des raisons qui leur sont propres, refusent de faire toucher de l'argent à leur club formateur. C'est-à-dire qu'on leur dit, il suffit que le club dise, le joueur dise, j'ai joué par exemple à Canal 2 FC, qu'on demande à Canal 2 FC de présenter les documents qui le confirment et on va vérifier auprès de l'Africa Foot est-ce qu'effectivement ce joueur a eu une licence comme joueur de Canal 2 FC pendant telle période et on va payer. Mais sauf que les clubs, pour éviter des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Si personne ne s'est présenté, c'est la fédération qui bénéficie de cet argent. Oui, direction. J'allais dire dans le même sens, abonder dans le même sens, pour dire qu'il y a tellement de petits impairs qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas pousser la faute sur l'un ou sur l'autre. Le joueur, déjà, est-ce qu'il a donc déclaré tous les clubs dans lesquels il est passé? Lui, il sait dans quel club il a été. On ne nous dit rien. Ceux qui demandent des indemnités de formation et qui l'ont formé, au moment même où il y a eu, n'est-ce pas, l'entente pour la vente, peut-être à 2 millions, 3 millions, 6 millions, ils ne se sont pas posé la question de pourquoi est-ce qu'il y avait cette entente qui a été faite. Ils savaient bien que ce joueur allait se retrouver en Asie, en Europe ou ailleurs. C'était aussi à eux de demander d'avoir peut-être un pourcentage sur les futures transactions qui allaient se faire. L'ont-ils fait? On a un agent qui s'appelle Nicolas Onis et qui, à ce moment-là, lui dit mais moi, j'ai cru que Rimbaud FC, premièrement, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais on sait très bien comment est-ce que ça se passe chez nous. Ce n'est ni le premier cas, ce ne sera sûrement pas le dernier. En aucun moment, ce monsieur ne s'est dit qu'il allait peut-être vérifier l'information pour être sûr et certain qu'il faisait une transaction qui était légale. Non, parce qu'il a l'habitude de flirter avec l'irrégularité et parce que ça se fait couramment dans ce milieu. On a l'Africa Foot et la Ligue qui, pareil, trouve le moyen d'arranger, peut-être pour le bien des joueurs, peut-être pour le bien de leur poche. Ça, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas les documents dans la main. Et enfin, on a la MLS qui fait semblant de n'avoir rien vu, qui se dit, bon, on n'a pas vérifié le club, on n'a pas vérifié le contrat. Donc bref, tout le monde est en train de jouer à l'autruche dans cette histoire. Et moi, je dirais au niveau journalistique, c'est quand même très délicat de pointer du doigt ou de citer des noms, Edith, pour une seule raison, on n'a pas les documents dans les mains. On n'a que des déclarations qui sont faites dans l'intérêt des propres personnes qui font les déclarations. Bien sûr. C'est compliqué. Alors, oui, Pays-Wandier, une réaction à la suite de cet imbroglio qui est en train de prendre de l'air. Écoutez, lorsqu'on s'est parlé avant cette émission, effectivement, il était question que j'écoute tout ce que je viens d'écouter là, parce que je ne suis pas, il faut le dire en toute honnêteté à ceux qui nous regardent ce soir, je ne suis pas tout à fait au fait de cette affaire. Et en vous écoutant ce soir, je me mettais un peu à la place de ceux qui nous regardent. Franchement, je suis convaincu qu'ils ne sont pas nombreux à avoir compris quelque chose de tout ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un véritable imbroglio. C'est compliqué à démêler cette affaire. Mais ce qu'il faut dire et retenir globalement de ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai entendu, parce que j'ai beaucoup appris de cette affaire en vous écoutant tous, en écoutant les témoignages, c'est au moins 2 ou 3 choses. D'abord, je suis conforté dans mon intuition d'il y a plusieurs mois, plusieurs années déjà, à savoir que le milieu du football est un milieu, je le dis trivialement, sale. Voilà. Le monde de la FIFA, son organisation, sa structure est tellement opaque qu'effectivement, quand je disais il y a plusieurs mois, que je dis opaque, peut-être pas d'un point de vue textuel, mais opaque en termes de personnes impliquées dans les procédures et les transactions, l'opacité, ça tient aussi à ça. Quand vous avez une série de personnes, c'est Texera, c'est Onis, voilà, ça va dans tous les sens. Il y a une opacité de fait. La preuve, c'est qu'effectivement, on ne comprend pas grand-chose de tout cela. On ne sait pas pourquoi Texera est impliqué, le mec de France et autres. On l'a rappelé qu'il est mandaté par certains clubs. Tout ça est très compliqué. Donc, première chose à retenir, c'est qu'effectivement, ce monde du football-là, et vous avez fait allusion à ce texte qui permet aux fédérations de s'approprier un tout petit peu les joueurs, si je puis dire. Voilà, tout ça, c'est bien la preuve que ce milieu-là, il est extrêmement compliqué. Il y a une opacité qui profite à des individus. Deuxième chose, et c'est important de le retenir, c'est que cette situation révèle précisément que la situation de crise dans laquelle le football camerounais se trouve, qui amplifie l'opacité dont je parlais tout à l'heure et qui est consubstantielle au monde du football, à la FIFA,
eh bien, la situation de crise de notre football, cette situation de déliquescence, profite quand même à certains individus. Il y a des gens dans les... Je n'ai pas beaucoup parlé, vous savez. Non, donc, c'est pas, 30 secondes pour terminer. C'est pas là le problème. 30 secondes, je termine, s'il vous plaît. C'est pas là le problème. 30 secondes, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui, dans l'ombre, réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu, à se faire beaucoup d'argent. Dernière chose à dire, cette situation-là révèle aussi une certaine inculture de la part des acteurs du football au Cameroun. On a parlé des présidents du club qui découvrent seulement après qu'en fait, ils ont été floués. Voilà, donc ils auraient dû avoir un peu plus d'argent et que nos amis de Rainbow en ont pris un peu plus. Donc malheureusement, voilà le constat qu'on peut faire à la suite de tout ce que vous venez de dire. Je vais m'arrêter là, monsieur Eddy Giscard Nono. J'espère n'avoir pas été trop long. Très bien, on avance justement parce que cette situation a eu beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. On a eu une dernière réaction d'un certain Ferdinand Go, que vous allez voir à l'image, qui a réagi concernant cela. Il a fait part de nombreuses révélations sur lesquelles, et bien sûr, on a observé que le lendemain de sa publication, il a tout simplement supprimé le post et une capture d'écran a été faite pour pouvoir avoir toutes ces informations dans lesquelles il déclare un certain nombre de faits. On va évoluer pour avoir cette fois-ci le cas de Rainbow avec le vice-président de Rainbow, notamment Alex Morpho. Je vous prie de bien vous la suivre. Alexandre Morpho, je rappelle que vous êtes le vice-président de Rainbow. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Samedi Sport. Bonsoir, Giscard. Quel est le lien entre Rainbow Sport Investment et Rainbow FC? Rainbow Sport Investment et Rainbow FC sont deux structures distinctes. Rainbow Football Club, c'est une équipe de football basée dans le nord-ouest du Cameroun, affiliée à l'Africa Foot qui évolue en deuxième division régionale. Rainbow Sport Investment est un véhicule d'investissement sportif qui investit dans le consulting, le marketing, qui facilite l'infiltration de marques américaines et européennes telles que Under Armour, Manchester City, Arsenal, et aussi qui travaille proche des compagnies téléphoniques telles que MTN Nigeria ou Orange Côte d'Ivoire pour sécuriser des droits mobiles et des contenus sportifs dans les valeurs ajoutées de services de valeur ajoutée. Sous une conclusion faite par Texera, Rainbow serait le premier vivier africain de la MLS. Quel est le secret de cette réussite? Le secret, c'est le travail, c'est le professionnalisme, c'est toute l'équipe Rainbow mise en place autour d'une politique de détection particulière. Et il faut dire que les joueurs qui arrivent aux États-Unis en MLS ne sont pas arrivés là parce que ce n'est pas une chance. Certes, ils ont du talent, mais il y a un gros travail fait autour. Alors si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait aujourd'hui, mais nous sommes les seuls parce qu'on utilise une politique Rainbow. Un mot pour sortir sur les accusations en ligne dont vous êtes victime depuis quelques jours. Ces accusations, nous ne prenons pas forcément d'un point de vue négatif. On peut dire que c'est quelque chose qui nous fait progresser, qui va nous faire avancer, même si ce sont des attaques sans fondement. Ça nous permettra juste d'en tirer des leçons, de nous préparer, d'être plus prudents pour la suite, mais continuer à faire notre travail et rester loin de toutes ces distractions-là. Voilà. Très bien. Alors, au-delà de toutes ces versions, on peut retenir un fait, c'est que effectivement Rainbow réussit à placer des joueurs à MLS et que parmi ces joueurs, il y a énormément ceux pour lesquels ça se passe exactement très bien aux États-Unis, comme avec le cas Amban, Ayuk et Lundu de Mikaspo. Tout à fait. Je tiens d'abord à signaler que Alexandre Morpho, qui est le vice-président de Rainbow Academy, est un ancien footballeur international. Qui a joué à MLS, bien sûr. Qui a joué à MLS, qui a été international junior camerounais. Je profite d'ailleurs de l'opportunité que vous me donnez pour saluer sa réinsertion dans le monde professionnel parce que ce n'est pas évident de partir du football pour le business. Il est tout à fait dans sa posture de défendre sa structure. Je pense que les actes, je pense que les actions qu'ils sont en train de mener sont de nature à pouvoir développer le football camerounais. Ils sont dans leur structure, ils sont dans leur nature et ils permettent dans ce sens-là de pouvoir développer le football camerounais. Très bien, on va donc profiter pour voir très rapidement la performance de certains joueurs de Rainbow qui évoluent en MLS, car beaucoup ne le savent peut-être pas. Un d'entre eux, notamment Anatole Amban, est tout simplement le successeur de Thierry Henry auprès des Red Bulls. Suivez plutôt.
question, have been excellent at creating chances. It's a good little 1-2. Abong running onto it. Abong. What a finish. On America's birthday, he celebrates with a gift to himself. It's a good ball, no pressure in the center of the park. Good combination there. Speed to Abong, but it looks like Pogatetz has forced him to improve. Petit film de ces Camerounais issus de Rainbow qui réussissent aux États-Unis. On va sortir de ce sujet avant de sortir un petit mot concernant ce dossier avec le cas Rainbow, la MLS et l'Africa Foot de Georges Gimbos. Mais tout ce que je voulais dire très rapidement, c'est que quand moi je vois ces jeunes s'épanouir aux États-Unis, il faut quand même tirer le chapeau à Rainbow qui fait un excellent travail. N'oublions pas que c'est un investissement qu'ils font. Ils ont fait partir beaucoup de jeunes joueurs aux États-Unis. Tous n'ont pas réussi malheureusement, mais les billets d'avion sont payés. Ils les prennent un an avant, ils les prennent en charge, ils mettent beaucoup d'argent dedans. Mais est-ce qu'ils profitent de certaines failles des textes pour faire leurs transactions? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent derrière? Lorsqu'ils gagnent de l'argent, tout le monde intervient pour essayer de leur tirer dessus. Mais ils font un gros travail et grâce à eux, on a des jeunes Camerounais qui s'épanouissent dans les championnats professionnels. Très bien, on va donc accueillir sur ce plateau un personnage tout au moins très important dans le cadre de cette édition. J'ai tout simplement nommé Mirabo Maroc et son petit journal. Alors, Mirabo Maroc qui est déjà sur le plateau, bien sûr. Mirabo Maroc, bonsoir. Bonsoir, on est en pleine discussion tout de même, Mirabo, il faut l'avouer. Bon, on parle toujours de foot. Très bien. Alors, quoi de neuf? Je sais qu'apparemment, il y a le dossier Edjangé que vous avez rencontré. Vrai ou faux, j'en sais trop rien, mais bon, vous allez me le dire. Bon, le dossier Edjangé, il va rester en boîte, tout simplement parce qu'on attend que les Lions Zénota disputent d'abord la rencontre entre guillemets chaotique de ce samedi parce que les conditions de préparation ont été dantesques. Donc on attend que la rencontre se joue et après on aura en exclusivité le dossier Edjangé. Mais aujourd'hui on parle de Ligue 1 parce que la Ligue 1, il n'y a pas de pépin de ce côté-là. On a joué la 24e journée qui a démarré hier. On va le voir, les résultats. La 24e journée s'est poursuivie aujourd'hui avec 4 rencontres en clôture de cette 24e journée de Ligue 1. Et Coton Sport des Garois, le leader qui ne gagne toujours pas à l'extérieur depuis le début de cette phase retour. 3e match nul pour le club du Septentrion qui est rentré de Bamenda avec le point du match nul acquis face à Young Sport Academy. 0 but partout pour Darosa et ses poulains qui ne gagnent toujours pas à l'extérieur. Et à Yaoundé, le Dragon va de mal en pire. Rien ne va plus pour le Dragon de Yaoundé qui s'est incliné. 6e défaite d'affilée pour les Cha-Cha-Cha Boys, c'est comme ça qu'on les appelle, face aux voisins APGS Info, 0 but contre 2. Dragon est désormais à 5 points seulement de la zone rouge. Mais à Yaoundé, la seconde affiche était Canon contre Botafogo, score de parité à défaut de gagner parce que le Canon ne perd plus depuis plusieurs rencontres. Le Canon se contente du partage de points face au
dauphin Botafogo de Douala, un but partout. Et à Banjul, score de parité également entre Fogo Club de Bam et Jarapan Sport Academy, un but partout. Les deux clubs sont menacés par la zone rouge et Jarapan Sport Academy est même avant-dernier au classement. Et la Ligue 1, la 24e journée, avait démarré hier avec la victoire étriquée des As de Douala ici face à Lyon, blessé et de Fotoni, le match nul entre Union et Tonnerre, la victoire de New Star du côté de Bafia et la victoire de Nice face à Panthère, le match nul de Bambuto Sport Club de Bouda. Et on va le voir, le classement de la Ligue 1, Cotensois de Garoua conserve ses 8 points d'avance sur son dauphin Botafogo de Douala. New Star est 3e à ce classement de Ligue 1. Union reste coincé au pied du podium. Bambutos est 10e. La seconde page et Dragon qui va de mal en pis, désormais 11e au classement de la Ligue 1 à 5 points seulement de la zone rouge, occupé par UMS de Loum, Jarapan Sport Academy et le Tonnerre Club, presque condamné à mort. La Ligue 1, pas de trêve, on enchaîne avec la 25e journée dès ce dimanche et 2 affiches à suivre à Yaoundé. Tonnerre, Dragon et APGS de Fouillon Sport Academy. APGS de Fouillon Sport Academy à vivre en live et en exclusivité sur Canal International ce dimanche à 15h30. Mais le leader Cotensois des Garoua sera du côté de Djombe pour affronter UMS de Loum. Et à Garoua, un homme fait l'unanimité, on l'appelle le gardien du temple, Gabriel Aman, près d'une vingtaine d'années déjà du côté de Garoua. Gabriel Aman, c'est l'homme à tout faire. Il a été de toute l'époque de cette équipe de Garoua. Aujourd'hui, un document exclusif à cœur ouvert avec Gabriel Aman. J'arrive à Coton Sport en fin 1998, en décembre pratiquement. On me recrute comme entraîneur des jeunes au niveau de la catégorie des cadets. En 2001, nous sommes déjà champions pratiquement avec 80% des joueurs qu'on formait ici, plus certains des brassés. Nous étions déjà champions du Cameroun chez les juniors en 2001, chez les cadets en 2003. Par la suite, ces mêmes joueurs sont allés en équipe première de Coton Sport. Et on s'est retrouvés, c'est en 2003 que j'ai rejoint l'équipe première. On le doit au coach Lamine parce que c'est lui qui a mis toute la discipline que Coton Sport a aujourd'hui en place. Et les autres n'ont fait qu'adopter cela pour qu'on aille un peu plus loin. Donc après, il y a le coach Lavin, un entraîneur très très intelligent, donc qui savait toujours trouver les solutions à tous les problèmes qu'on avait. Il y a eu Sébastien Dessab, qui était un très bon entraîneur, un très bon ami déjà, et qui vraiment était très très calé en entraînement. Bon, après, nous avons le coach actuel qui est vraiment assez pointilleux surtout et qui est aussi très très fort en entraînement. Au final, tous ces entraîneurs nous ont marqué sur un certain nombre de points. Et c'est eux qui ont fait avancer les choses à Coton Sport. Donc de plus en plus, Coton Sport se retrouve sur la scène internationale à cause de ces entraîneurs-là, qui ont beaucoup travaillé, qui ont laissé quelque chose de positif à cette équipe. Le premier qui m'a impressionné, c'est Sali, le petit Sali. Donc je me souviens très bien, je faisais un recrutement dans la catégorie des minimes. Il était tout petit, il est venu se présenter, il m'a dit qu'il veut jouer. Bon, je lui ai dit de faire, s'il peut jongler 500 fois le ballon sans qu'il ne tombe, je le prends. Et c'est ce qu'il a fait. C'est l'un des joueurs les plus rapides qu'on ait eu à Coton Sport. C'est le premier, c'est-à-dire celui de 2003. C'est un titre qu'on attendait. Avant ça, en 1999, on perdait la finale de la Coupe du Cameroun devant Canon de Yaoundé. Et en 2003, on gagne cette coupe-là, je pense devant Sable de Batier. Et vraiment, c'était le trophée que tout le monde attendait, tout le monde était content, toute la ville, tout le Grand Nord. Et je pense que c'est ce titre-là qui m'a le plus marqué.
a une fois de plus vu le petit journal. Dans quelle actualité vous nous avez traîné cette fois-ci? Ne manquez pas la rencontre en live et en exclusivité sur Canal International ce dimanche. Gabriel Aman, c'est l'homme de Coton Sport des Garois. Il a vu passer tous les entraîneurs, toutes les générations. Il a vu tous les trophées. Il vous raconte Coton Sport des Garois comme sa propre vie. C'est l'une des légendes du football camerounais nouvelle génération. Très bien, Amir Abobarabo. On en profite pour marquer une petite transition. On revient tout de suite. Alors, on va évoquer le deuxième sujet de cette édition autour de comment faire renaître l'engouement du football au Cameroun. On a décidé d'évoquer plusieurs aspects, notamment le rôle des médias, la responsabilité marketing, la formation et bien sûr le rôle de l'État. On va débuter avec vous, Georges, Didi et bien sûr Dominique Assako, l'UPI Wandi évidemment, autour d'abord du rôle des médias. Est-ce que les médias ont un rôle pour la promotion? Si oui, est-ce qu'ils sont en train de le jouer actuellement? Oui. Les médias sont parfaitement dans leur rôle et on peut leur reprocher de ne pas toujours être très rigoureux et très professionnel, mais au moins dans le rôle qui est le leur de diffuser l'information, aller vers les différents acteurs, les différents intervenants du football et essayer d'obtenir des informations avec le peu de moyens dont ils disposent souvent. Je pense qu'on peut dire que les cet médias... aspect de peu de moyens, je pense que c'est un aspect très important sur lequel il va falloir qu'on s'attarde concernant le rôle des médias. Est-ce que le fait qu'ils aient très peu de moyens pour pouvoir promouvoir cette discipline sportive qu'est le football, qui est un véritable vecteur de cohésion sociale, est-ce que ce n'est pas un peu limite? Déjà, les médias, le rôle des médias n'est pas de faire véritablement la promotion du football. Les médias, il y a un spectacle qui se joue et eux, ils se contentent de mettre ce spectacle à la disposition de ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire les téléspectateurs, ou alors par la voie des radios. Donc, les médias, la promotion, non. Et d'ailleurs, dans la loi régissant l'activité du football au Cameroun qui date de 2011, on va revenir là tout à l'heure, là on est encore au niveau des médias, mais elle est très bien définie qui doit faire la promotion et le développement du football au Cameroun. Alors, mais ce n'est pas les médias. Alors Dominique Assako, en termes de structuration, est-ce que l'ensemble de ces médias qui essaient tout de même de diffuser ou de relater les informations concernant notamment le football le font dans exactement ce qu'il devait être leur rôle? En termes de structuration, on peut franchement dire qu'ils le font, ce qui devrait être leur rôle. Mais je tiens à dire ici qu'ils ont beaucoup plus un rôle de vulgarisation du championnat national ici au niveau du Cameroun. Et malgré la modicité des moyens, malgré parfois la non-suivi des partenaires dans le spectacle qui sont censés proposer à tout le peuple ou bien à tout le pays, ce n'est pas souvent évident pour ces médias de pouvoir suivre, de pouvoir vendre, de pouvoir présenter un spectacle où par moment la qualité ne suit pas souvent. Très bien. Alors Lydie, je viens avec vous parce que une question primordiale sur laquelle je me suis toujours interrogé, quand on voit les conditions dans lesquelles ces médias travaillent, qui sont des conditions extrêmement difficiles, et quand on voit en télévision l'espoir qu'ils parviennent à faire, est-ce qu'il faut dire bravo ou laisser la situation, entre guillemets, aller de la sorte? Alors si on doit comparer par rapport aux moyens qu'ils ont effectivement, à leur merci pour pouvoir réaliser tout ça, on dit un grand bravo. Maintenant, il ne faut pas non plus se satisfaire de juste du OK, parce qu'il y a quand même des choses à signaler. Premièrement, les médias effectivement parlent beaucoup du sport, en tout cas par exemple au Cameroun, mais ils ne parlent souvent du sport que lorsqu'il y a surtout la sélection nationale qui est en jeu, quand il y a des compétitions qui mettent en exergue des grands sponsors, n'est-ce pas? Ou encore quand il y a des intrigues à la FECAFOOT, enfin le feuilleton FECAFOOT. Il faudrait qu'il y ait aussi le visage positif peut-être du sport qui soit un peu plus visible. On vient de voir un magnifique document, ce qui nous a montré Mirabeau Maroc. Vous allez en avoir encore un peu plus, bien sûr. Exactement. Donc voilà des choses comme ça, on en voit très peu. C'est-à-dire des focus sur des joueurs locaux, sur des équipes locales qui ne rapportent pour l'instant peut-être pas d'argent, mais plus dans un mandat, n'est-ce pas, de vouloir donner de la visibilité à ces gens-là. Un jour, ça va rapporter de l'argent, peut-être pas au début. Donc au début, ce sera peut-être à but non lucratif et souvent, c'est là où le bas blesse. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, moi, je dirais qu'il y a les médias, oui, parlent du sport, parlent du foot d'abord. D'ailleurs, le sport, le reste, on le voit que très peu.
mais de façon parfois désorganisée. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense, qu'il y ait encore une fois une de ces grandes assises où on va retrouver non seulement les personnes qui interviennent dans le milieu du sport, mais il faut qu'ils rencontrent les médias, il faut que ces gens-là se parlent, également avec les sponsors. Je vous donne un exemple, il y avait eu effectivement ce genre de rencontre autour du partenariat que Canal 2 devait faire avec la Ligue, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce genre de choses, il devrait y en avoir en fait finalement tous les 3, tous les 4 mois pour intéresser les sponsors, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour aider donc à travers leur sponsoring les médias à pouvoir relayer les images. Et quand les images vont être relayées, il y aura plus d'argent pour les footballeurs, on aura des stades qui seront un peu moins vétustes et donc forcément il y aura plus de public, les droits TV vont augmenter. Bref, c'est une chaîne, hein, c'est un cercle vicieux. Justement, Luc Péliwandi, est-ce que vous partagez le même avis que Didier Abeko Oui, on se retrouve sur la fin de son propos notamment. Parce que c'est très vicieux. Vous et moi avons souvent eu un échange sur ce sujet en off. Oui, bien sûr, mais c'est très vicieux d'aborder cette question de manière aussi parcellaire. Parce que le rôle des médias, le rôle des présidents de clubs, le rôle des footballeurs, c'est extrêmement vicieux. Parce que moi, je crois que, au fond, le développement de notre football relève d'une dynamique d'ordre systémique. Le vrai problème, ce n'est pas tant que les médias ne fassent pas bien leur travail, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société camerounaise où la mécanique ne fonctionne pas bien. Voilà, ça ne marche pas, quoi. Ça marche pas. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas lire ni même analyser le rôle des médias dans le monde du football en dehors de la réalité sociologique des médias au Cameroun. Voilà, donc c'est un domaine sur lequel je travaille beaucoup. J'analyse évidemment le discours des médias. Donc le discours des médias et la façon dont les médias abordent les phénomènes sociaux, ça rend toujours compte de leurs propres conditions sociales. Donc en réalité, vous ne pouvez pas en parler sans questionner la situation des médias au Cameroun. La vérité, c'est que dans le monde du foot comme ailleurs, les médias tentent de négocier leur propre survie. Voilà. Après, pour qu'on vous parle d'Aman, je ne sais pas trop de quel autre sujet, il faut à un moment donné que le journaliste, et pas simplement le journaliste, à un niveau beaucoup plus supérieur, que la chaîne qu'il emploie ait la sensation, ait l'impression que voilà, le sujet qu'on va aborder, le championnat qu'on va couvrir, pourrait être de nature effectivement à permettre à l'organe de presse de survivre. Ce que je dis là, c'est ce qui structure un peu la pensée des médias dans la manière dont les médias camerounais, dans la manière dont ils structurent leur rapport au monde du football. Donc voilà le vrai problème. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, c'est effectivement d'interroger la réalité sociétale camerounaise dans son ensemble. Est-ce que la mécanique camerounaise fonctionne bien ? Et pour questionner cette mécanique-là, pardon, je sais que je vais vous planter votre émission, votre conducteur, en abordant rapidement cette question. Pour questionner cette mécanique-là, moi je suis platonicien. Je crois en l'État. Je crois en la puissance de cette organisation qu'on appelle l'État. Et la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui est démissionnaire, pas simplement sur le terrain du foot, aussi dans le monde des médias. On a un État et un régime politique, j'espère que ça ne va pas vous créer des problèmes, mon Dieu, mais je n'ai pas envie de le dire autrement. On a un régime aussi qui a intérêt à avoir des médias qui ne fonctionnent pas bien, parce que ce qui est posé comme problématique dans ce que vous venez de dire... Je vous intéresse dans le sport. Oui, je reste dans le sport, rassurez-vous. C'est aussi la question de la formation des journalistes, et elle le disait tout à l'heure. Est-ce que les journalistes camerounais sont suffisamment formés pour savoir, voilà un sujet qui est intéressant. Intéressant d'un point de vue social, parce que nous, en tant que journalistes, en tant que médias, on a une fonction sociale. Est-ce qu'ils sont formés à cela? Au-delà, évidemment, de leurs conditions économiques et sociales, est-ce que les journalistes camerounais sont formés pour saisir l'intérêt des choses? Ça, c'est une question de fond qui doit être posée. Or, la question des journalistes, de la formation des journalistes, elle se pose indépendamment du sujet du foot. Donc, c'est une question sociétale et c'est une question qui engage, malheureusement, je suis obligé de le dire, la responsabilité imminente de l'État. Très bien, Luc Péliwandi. En gros, c'est le jeu, mais ils font leur travail. Oui, voilà. Très bien. Georges Guimpos, on va avancer toujours dans le sens de cet élan avec les thèmes essentiels. Le second était la responsabilité marketing, vous qui êtes aussi dans le milieu de Didier Abeko. Est-ce que ce championnat, du moins le football camerounais, est assez valorisé en termes de marketing? Est-ce qu'il y a une véritable visibilité? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une stratégie pour aller vers l'avant, pour promouvoir? Et si oui, est-ce qu'elle est vraiment... est-ce que vous la ressentez en gros?
En fait, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de stratégie. Comme disait Luc, il n'y a pas cette mécanique-là. En fait, elle n'est pas mise en place. Ce qui arrive, ce sont des phénomènes fortuits. C'est-à-dire, il va y avoir la Coupe d'Afrique des Nations. Orange va sponsoriser. Là, il y a une chaîne de télévision qui va les suivre. Donc, on va pouvoir promouvoir le football ou peut-être quelques acteurs du football. Et je te prête un petit langage savant. On va dire que la stratégie de développement du foot au Cameroun, c'est un impensé de l'État. Malheureusement. Oh, bah, bravo, les pays ont dit. Oui, Georges. Non, c'est la parole, il n'y a pas de souci. Georges, pardon. Moi, en tant que responsable d'une entreprise, si déjà le dimanche, je n'ai pas envie de me lever de chez moi, aller au stade, pourquoi est-ce que je vais investir l'argent dans mon entreprise? En tant que chef d'entreprise? Oui. Pourquoi? Si moi, déjà, il n'y a rien qui me donne envie d'aller au stade le dimanche, pourquoi est-ce que je mettrais mon argent pour mettre mon panneau? Pourquoi est-ce que je mettrais mon argent pour qu'on mette l'image de mon entreprise sur un maillot qui n'est même pas de qualité? D'accord? Donc, la responsabilité du marketing, parce que si on parle de marketing, on parle des entreprises, des investisseurs, ok? L'investisseur n'a aucune responsabilité. L'investisseur est là il fait son placement et il doit avoir un retour sur investissement. Ok? Sa responsabilité. En gros, il trouve que c'est pas rentable, peut-être, le football camerounais? Mais c'est pas rentable. C'est pas qu'il trouve que c'est pas. Même l'équipe nationale du Cameroun, depuis qu'on ne fait plus de résultats, tous les sponsors s'en vont. Quand on faisait des résultats, vous preniez un t-shirt de l'équipe nationale du Cameroun, il y avait des sponsors partout. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Les filles, il y a 2 jours, on dit qu'elles n'ont pas eu d'eau parce qu'il n'y a plus de sponsors. Bon, ça, c'est une excuse un peu bidon parce qu'on vend de l'eau un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Le marketing n'a aucune responsabilité. Le gars qui est responsable marketing, alors le responsable, ou quelconque investisseur, ne met son argent dans le football au Cameroun, qui ça peut le rapporter. Au jour d'aujourd'hui, le football au Cameroun ne rapporte pas. Voilà, mais en fait, moi, quand j'ai compris la responsabilité marketing, je voyais plutôt l'importance du marketing. En termes de stratégie. En termes de stratégie, c'est comme ça que moi j'ai interprété responsabilité. C'est-à-dire que personne, exactement, personne n'accuse les sponsors. Au contraire, tu as tout à fait raison. Mais il faut effectivement que tous les maillons de la chaîne puissent fonctionner ensemble. Pourquoi est-ce que les sponsors ne veulent pas aller dans des stades ou alors les sponsors ne veulent pas couvrir des compétitions ou des acteurs? Combien de temps ça va durer? Quels sont les paramètres juridiques qu'on va donner aux ententes qu'ils vont faire? Le cadre juridique est très important parce que si ça ne se passe pas bien, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer l'argent qui a été investi? En fait, il y a une certaine opacité. Non, mais c'est ça. Mais le conducteur m'oblige à être un peu patient parce qu'à la fin, on va arriver, oui, mais justement parce que dans le conducteur, on va arriver à qui doit faire tout ça. Je rappelle que vous vous positionnez ainsi parce qu'effectivement, tous les panélistes ont en connaissance du conducteur de l'émission. J'espère. Je pense qu'on est tous au courant. On est tous au courant et dit que la responsabilité, c'est celle de l'État. Parce que, je m'excuse, ce n'est pas un sponsor. Pas seulement, mais la plus grande responsabilité. Aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles se retrouve notre football ou notre sport, ce serait que l'État, dans le bien des affaires économiques avec les sponsors, dans le bien du développement des médias, dans le bien du développement du sport en général, puisse prendre ce phénomène-là, cette industrie en charge, y mettre de l'ordre, l'organiser. Prenons juste le marketing. Non. Du point de vue de la fédération de la Ligue. C'est-à-dire la responsabilité du marketing. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Ils n'ont rien à vendre. Oui, mais pour qu'ils puissent vendre, il faut absolument que le spectacle devienne intéressant. Pour que le spectacle devienne intéressant, il faut que le stade soit construit et soit correct et que les joueurs puissent être dans un cadre qui est oui, Eddie Giscard, il faut dire à Georges que je dois rattraper son temps de parole. Donc, pourquoi je pense que c'était pas juste. Je pensais que c'était pas juste qu'il parle tout à l'heure. Moi, je veux appuyer ce qu'elle est en train de dire avec les mots justes. Quand nous parlons de la responsabilité de l'État, c'est précisément parce qu'on tient compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un système où l'État a une prééminence, un pouvoir sérieux, aussi bien sur les instances économiques, où il y a les entreprises, les entrepreneurs, que sur les instances juridiques, tout l'environnement en fait, qui doit faciliter ou qui doit voir émerger ce football qu'on veut voir meilleur. Donc c'est ça la vérité. C'est que nous on pense que l'État doit impulser, non pas prendre en charge le développement des équipes, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question pour l'État d'afficher une volonté politique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en termes de stratégie de développement de cette industrie, pour le moment, on est en droit de dire que c'est un impensé.
pour l'État du Cameroun. Parce que malheureusement, l'État du Cameroun, j'ai failli dire le parti État au Cameroun, n'a qu'un rapport instrumental au football. Il s'en sert pour ses intérêts personnels. Donc quand nous parlons de l'État, je termine en 30 secondes, quand nous parlons de l'État, nous appelons l'État simplement à mettre sur pied une mécanique, une dynamique, voilà le terme, qui soit de nature à faire en sorte que l'entrepreneur qui n'aime pas le foot, qui n'a rien à voir avec le foot, se dise, mon Dieu, j'ai quand même peut-être quelque chose à gagner à m'insérer dans cette affaire parce que l'État du Cameroun y est impliqué. Visiblement, c'est un truc qui intéresse les pouvoirs publics. C'est impulser un mouvement, c'est allumer une sorte d'étincelle qui fasse en sorte effectivement que toute la chaîne se mette en branle et que le football se développe chez nous. Voilà. Parfois, il est arrivé qu'il y ait cette impulsion qui est on va dire, ils ont fait semblant, très fébrile, de la mettre en place. Et moi, je reviendrai sur ce que je défends le plus souvent, mettre en place une vision sur le long terme. Parce que ce qui nous tue au Cameroun et très souvent en Afrique, c'est que cette vision-là, elle s'arrête au bout du nez. C'est-à-dire qu'on va faire, les assises du football, on se retrouve tous à Yondon Afidi, de manger, de discuter, etc. Et puis après ça, personne ne fait même le bilan de ce qui s'est passé pendant ces quelques jours. On ne fait aucun suivi et on ne nous dit jamais ce qui s'est passé et on recommence à 0,3 ans plus tard parce qu'il faut débloquer de l'argent pour faire les assises. Avec vous, Demi Gassako, revenons sur l'aspect concernant la formation. Est-ce que la formation, d'ailleurs, tout à l'heure on a évoqué le cas avec les agents sportifs, tous, dans les entretiens qu'on a pu avoir, on a constaté qu'ils disent qu'au niveau du football d'élite au Cameroun, il n'y a pas assez de joueurs de qualité. C'est-à-dire qu'eux, on a pris le cas de Rainbow. Rainbow, par exemple, les joueurs qu'ils ont pris en banc, à Youk, c'est des joueurs qui jouent en catégorie en dessous. Et c'est dans ces catégories-là qu'on a tendance à retrouver un vivier talentueux. Je ne dis pas que l'élite, ce n'est pas des bons joueurs, mais je dis qu'il y a cette curiosité au Cameroun de Mikasako. On ne va toujours pas se départir du livre de chevet de Luc Perry, l'acteur du système de Michel Crozier. Voilà, comment vous savez que j'aime Crozier? Ça ressort, ça transparaît totalement. Même pour la formation, l'État a démissionné. Je vais prendre un exemple simple. Il y a 10, 15, 20 ans, il y avait des petits terrains de quartier dans presque tous les quartiers de Douala ici. Voilà, il y avait des terrains, il y avait des championnats de vacances. C'était les prémices de la formation. Ouais. Ça commençait par là. Ouais. Les écoles de formation qui sont arrivées après ont tout simplement bénéficié de cela. Maintenant, aujourd'hui, vous allez dans les quartiers, il n'y a plus d'espace pour les jeunes pour pouvoir faire leur sport. Ça peut être le football, ça peut être les autres sports. Tout ça est un devoir de l'État, tout ça est un rôle de l'État. Donc, in fine, quand on revient au niveau de la formation, il n'y a plus assez d'espace pour que les jeunes puissent s'épanouir. Il n'y a plus assez d'espace même, il n'y a plus assez de formateurs formés également. Voilà, il n'y a plus assez de formateurs formés pour pouvoir... Non, c'est vrai, il n'y a plus assez de formateurs formés pour pouvoir développer le foot, pour pouvoir aller détecter, pour pouvoir aller dans les quartiers, pour pouvoir aller dans les recoins. Même. Ils n'ont même pas assez de moyens pour pouvoir aller dans les recoins. Je tiens à dire que je vais prendre un cas que j'aime souvent citer, Mbou Émile. Il a été récupéré dans la brousse de Ndiki. Il a été détecté là-bas par Claude Leroy. Il ne faut pas être content. Non, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. C'est vraiment pas péjoratif. La communauté de Ndiki, rectifier le tir. Merci Edilska. Ils ont été détectés là-bas tout simplement parce qu'il y avait une volonté, il y avait des moyens, il y avait une traçabilité, il y avait un objectif, il y avait une volonté. Donc, à ce niveau, même au niveau de la formation, on se rend compte que l'État a démissionné. Très bien. Sortons le sujet avec Georges Guibos, c'est ça rapidement. Mon principal défaut sur ça, c'est que je suis quelqu'un de très discipliné et j'ai eu le malheur d'être encore discipliné sur ce plateau. Donc j'ai respecté le conducteur. Et donc nous allons enfin parler de l'État du Cameroun. La loi 2011/018 du 15 juillet 2011. La loi, il y a une loi qui régit et qui organise la promotion des activités physiques et sportives dans ce pays. Et dans cette loi, tout est dit. L'État est responsable de la promotion et du développement du sport au Cameroun. Que ce soit dans les écoles maternelles et primaires, que ce soit en milieu carcéral, que ce soit à l'université, c'est l'État qui est responsable de tout. Ce que Dominique a dit est très important parce que c'est l'État qui devait s'assurer que dans chaque quartier, parce que même dans le plan de développement urbain, il est prévu que l'État s'assure qu'il y ait des aires de jeu pour tous les jeunes. Mais pas seulement l'État. L'État, avec
les collectivités territoriales décentralisées, qui sont aussi une partie de l'État, Oui, bien sûr. avec les associations sportives que sont les clubs, avec les fédérations auxquelles elles donnent un mandat, à laquelle elles donnent un agrément pour l'aider dans cette activité, les entreprises, les acteurs privés. Donc ce n'est pas seulement l'État. L'État est responsable. On n'a jamais dit ça, mais Georges, hein. il est dit dans la loi, je parle de la loi. La loi dit l'État aidé du Comité national olympique sportif, des fédérations, des associations. Donc ça veut dire que tout le monde est responsable du développement du football. Autant je suis d'accord qu'un maire ne devrait pas laisser qu'un bonhomme se présente avec un titre offensé et construit sur un terrain de foot, tuant le football dans un quartier, autant je ne suis pas d'accord que l'État autorise une structure scolaire ou universitaire à ouvrir alors qu'elle n'a pas une aire de jeu ou alors un gymnase ou un terrain, parce que c'est écrit qu'on doit s'assurer qu'ils ont des structures, des infrastructures. Maintenant, le rôle de l'État serait, parce que pour parler de ce problème, ça demande beaucoup de temps, malheureusement, mais en résumé, l'État devrait nous construire des infrastructures. Et que ce soit les stades, que ce soit dans les quartiers, l'État devrait le faire. Tout part de là. Si j'ai déjà un joli stade, que le spectacle soit médiocre, je peux avoir envie d'y aller avec ma famille. Si le stade est propre et sécurisé, je peux avoir envie d'aller avec ma famille. Mais juste la formation, Georges, ça ne suffit pas parce qu'il y a une valeur immatérielle. C'est ce que dit. j'appelais tout à l'heure le volontarisme de l'État. C'est-à-dire dire, nous maintenant, on aime cette affaire-là, on aime le foot, on veut en faire quelque chose. Maintenant, il faut la contribution des fédérations et des associations sportives. Le rôle de la fédération et de la Ligue, c'est quoi? Ce qui n'est pas normal, quand on se plaint du spectacle au niveau de l'Elite One, ce qui n'est pas normal, c'est qu'un bonhomme, juste parce qu'il a des résultats sportifs sur le terrain, se retrouve en Elite One. C'est pas comme ça que ça marche. On devrait changer de catégorie grâce à ses résultats sportifs et grâce à son organisation. On devrait vérifier que cette association a les moyens administratifs, financiers et sportifs nécessaires pour évoluer dans une certaine élite. Deuxièmement, l'État a la responsabilité de la formation des sportifs de haut niveau. On devrait donc s'assurer. Moi, je vois des livres des autorisations on va dire on a des centres de formation, il n'y en a pas. La loi de 2011 parle de centres de formation pour les sportifs de haut niveau. Si on forme des sportifs de haut niveau au Cameroun, je veux bien comme disent où ça se fait. Il n'y en a pas. Donc les gens ils se débrouillent comme ils peuvent et ça nous amène dans des situations comme celle de Rainbow dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il faut faire des magouilles, des trépatures pour faire sortir les gens parce que le football au Cameroun c'est pas structuré et il y a aussi la responsabilité des présidents de clubs. Il y en a aujourd'hui qui se battent pour récupérer de l'argent de Rainbow. Mais quand ils le prennent, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils payent les joueurs? Est-ce qu'ils ont les moyens même d'avoir des clubs en élite? Je dis non. Parce que moi je suis tous les jours dans les clubs. Donc pas que l'État. L'État est le premier responsable, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Autant les entreprises, les fédérations que les clubs. Très bien, Georges. Très bien, Georges. On va profiter pour sortir de cette thématique avec le Zapnet de la semaine. Lorsque l'Érythréen Daniel Tekle-Emanot monte sur le podium tout à l'heure, le moment est historique. Pour la première fois dans le Tour de France, un Africain endosse le maillot à pois. C'est grandiose pour nous, effectivement. C'est très très spécial pour moi, pour mes camarades, pour l'Afrique. C'est vraiment une grande journée. Look, he gets a good lead into it. He says, I'm going to go up. He lands on the top. Oh, look at that! There's tunnel ball. Nathan Friend, it may be the greatest piece of gymnastics rugby league you've ever seen. Come down, 10 metres out from the line. Clean catch. Oh, what happened there? Flipped over in the tackle. Johnson's got the ball back. That was extraordinary. Bien joué! Bien joué! ¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré
que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta. Peppo depuis quoi? Hein? Manga LA depuis quoi? Let my blood keep pumping, my heart keep beating, shining like a chandelier. What's a song if it don't have words? What's a word if it don't get heard? You can paint it. Yacine Brahimi, du FC Porto, joueur international pour l'équipe d'Algérie, sur le Samedi Sport, sur Canal 2 International. Alors, retour sur le plateau de Samedi Sport pour s'intéresser à la folle soirée concernant la nuit du football africain du côté d'Abidjan il y a quelques semaines, qui fut une véritable réussite. Alors, pour en parler, bien sûr, on va prendre la réaction très rapidement de Dominique Assao concernant ce positionnement, cette envie de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui essaie de valoriser les sportifs africains comme on le fait aux États-Unis, notamment avec le Hall of Fame. Tout à fait. Ce sont des initiatives qui sont très bienvenues. Elles permettent de valoriser les footballeurs africains, les footballeurs de la diaspora. Elles permettent également de mettre en avant tout ce qui est fait en termes de formation, tout ce qui est fait en termes de talent de détection au niveau du football africain. Donc ce sont des initiatives à louer, ce sont des initiatives à saluer, mais même à perpétuer pour que ça puisse également permettre de créer de l'engouement auprès des jeunes footballeurs. Justement, il y avait une ambiance assez surréaliste durant cette journée de la nuit du football africain. On en profite également pour vous diffuser l'interview exclusive accordée par les frères. Confirmé, oh, ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. L'événement est en train de monter au fil des ans et on travaille à en faire un événement, un rendez-vous annuel des différents acteurs du football africain. Alors Jordan, bienvenue dans cette édition de Samedi Sport sur Canal International. Merci. Alors comment vous avez trouvé cette nuit du football africain à laquelle vous avez assisté? Je pense que c'est une cérémonie qui est en train de progresser. Ça fait quelques années. 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que ça a commencé. Alors voilà, chaque année, il y a de plus en plus de grands stars qui arrivent et c'est une bonne chose pour l'Afrique. Sur un titre hier, notamment pour cette soirée du football africain, comment l'avez-vous vécu? Non, je pense que tout d'abord, c'est quelque chose d'honorable. Déjà, la nuit du football africain est un événement qui devient de plus en plus important. Et je pense que ceux qui ont mis tout en œuvre pour que ça se passe font de bonnes choses. Ça montre
ça aide à pousser les Africains à bosser encore plus et montrer la voie aux plus jeunes. Alors voilà, c'est pas qu'un truc personnel, c'est vrai que tu reçois un trophée personnel, ça fait toujours plaisir d'avoir de trophées comme ceux-là, mais le plus important reste ce que ça engrange, ce que ça ramène derrière, et je pense que ça ramène beaucoup de choses positives. Alors vous êtes, je suppose, assez content de participer à cet événement qui valorise l'Afrique. Voilà, c'est ce que je dis. Je pense que nous, les joueurs africains ne sont pas, je pense, valorisés à notre juste valeur souvent. Et voilà, c'est par des choses comme celle-ci qui augmentent notre valeur, qui augmentent le respect. Et c'est très important pour nous. Il y a des grands avant nous qui nous ont ouvert la voie. Notamment la présence de Samuel Eto'o hier, ça vous a... Tout à fait. Ça fait du bien à tout le monde. Oui, voilà. Pour moi, personnellement, c'est autre chose. On a une relation qui est particulière. C'est comme un vrai grand frère pour moi. Alors c'est quelque chose, mais le voir là montre que voilà, il y a encore du chemin à faire pour de joueurs comme nous. Et voilà, on peut aussi y arriver. Pour faire ce qu'ils ont fait, c'est tenir le continent à l'extérieur de l'Afrique, montrer aux gens qu'on peut aussi faire partie des meilleurs. Alors voilà, c'est à nous de travailler dur pour faire cela. Retour sur le plateau de Samedi Sport avec Luc Perry pour évoquer, pour rester d'abord sur ce sujet autour de la Ligue du football africain qui fut une véritable réussite. Un mot concernant, comme on a dit tantôt, cette thématique. Non, mais disons que c'est très bien ce qu'on vient de voir là. C'est bien de voir comment les footballeurs peuvent nous donner aussi des... On a ce sentiment de voir un football festif. Oui, mais j'allais surtout aborder cette question autrement, en disant qu'effectivement, en les voyant là, en ces temps où on parle beaucoup de panafricanisme et autres, c'est bien de voir ces footballeurs africains comme ça, de voir comment la leçon de panafricanisme, j'espère que je n'exagère rien, vient un peu de ces footballeurs-là. C'est bien de les voir rassemblés comme ça. Ça nous donne enfin, un sentiment de fierté vraiment. Et voilà, ça j'allais le dire, c'est une initiative qu'il faut absolument encourager, et ils font bien de se rendre là-bas chaque année à Abidjan pour participer à cet événement. Je pense que ça va aider probablement à donner un peu plus de visibilité au football africain et aux footballeurs africains. Donc c'est une initiative à saluer. Vous avez raison de dire que c'était un succès. La preuve, vous y étiez vous-même. Bien sûr, oui, il y avait. Non, mais j'allais dire, le football africain, il a une visibilité, mais les footballeurs africains un peu moins, surtout quand ils sont chez eux, c'est-à-dire qu'ils représentent des modèles, et c'est ça qui est intéressant. Et autre chose, ça nous prouve que c'est possible. C'est possible de voir un collectif, n'est-ce pas, de footballeurs, de professionnels du football ou du sport, qui se mettent ensemble avec les médias, avec les gens de l'État, puisqu'il y avait quand même le ministère qui était bien présent et qui a aussi donné de l'argent. Tous les médias étaient présents, les sponsors sont venus, que ce soit RFI, Canal+, etc. Ils ont Canal tous, 2 aussi, bien sûr. Voilà, ils ont tous donné. Vous l'avez dit. Peut-être pas donné un trophée, vous l'aviez déjà dit. mais RFI, Canal+, ils ont donné des trophées. Bref, il y a eu un mouvement qui a été pensé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il est très bien illustré avec un événement comme ça. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait un en Côte d'Ivoire pour toute l'Afrique francophone ou l'Afrique en général par an, mais qu'il y en ait un par pays, par au moins tous les 6 mois, n'est-ce pas? Et bref, qu'il y ait une vision, qu'il y ait de plus en plus de ce genre de choses pour qu'on puisse faire avancer aussi le football. Justement, on va en profiter pour sortir de ce sujet avec ce message de sensibilisation que vous allez suivre tout de suite. Ne touchez pas les cadavres.
cas Varane, justement, va nous permettre de nous intéresser à un autre joueur, enfin, celui qui a été du Real Madrid, notamment Iker Casillas, qui est aujourd'hui du côté du Portugal, notamment au FC Porto. Ça a été une véritable désillusion, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aborder cela en dernier sujet autour de cette édition. Alors, Dominique Cassako, on voit la titraille, la presse hispanique, qui évoque le sujet autour du départ de Casillas. On parle de la grande séparation, Casillas-Sigeaki. En fait, c'était quelques jours avant l'officialisation du départ de Casillas, où le président Florentino Pérez semblait dire que Casillas va rester dans le club. Selon vous, lorsqu'un président de l'ampleur de Florentino Pérez décide de se séparer d'un monument comme Casillas, sachant que Benitez est arrivé, est-ce que ça laisse annoncer des véritables tensions qu'il pourrait avoir dans le vestiaire, ou peut-être encore du fait qu'il y a certains cadors qui veulent s'emparer autrement de ce vestiaire? Je vais faire une analyse froide. Je vais me dire que c'est peut-être, comment puis-je dire, une programmation. C'est peut-être que Casillas ne rentrait plus dans les plans de la direction administrative, de la direction sportive du Real de Madrid. Il faut également noter que depuis 2 ou 3, 4 ou 5 ans, il est chahuté par les gardiens qui sont, pas les seconds gardiens qui sont là. On a eu le cas avec Diego Lopez, on a eu le cas avec Keylor Navas. Peut-être qu'à ce stade, s'il a vu son âge, par exemple, il savait qu'il ne rentre plus dans les plans, soit du directeur sportif, soit de l'entraîneur. Je pense d'abord que c'est une politique sportive, avant d'être une politique personnelle. On va voir la deuxième titraille juste en image, justement, pour essayer de comprendre, peut-être parce que certains ne comprennent peut-être pas bien l'impact, ce que c'est Casillas au Real Madrid. C'est un véritable monument. Et est-ce que cela ne va pas faire en sorte que le président Pérez lui-même soit en difficulté auprès des socios, parce que ça a provoqué en Espagne un véritable... Moi, le départ de Casillas, il dit... Il y a eu le départ a provoqué la colère des socios, mais pas seulement le sien, celui de Carlo Ancelotti aussi, et de la nouvelle politique... Qui n'est plus du club. Mais qui n'est plus du club, et la nouvelle politique, donc, ce club est en train d'emmener. Mais par contre, moi, je ne comprends... Enfin, moi, je pense que la polémique est plus sur le fait qu'on ne lui a pas fait des adieux qui sont vraiment à la hauteur du personnage, parce que effectivement, c'est un monument dans le Real de Madrid. C'est ça la véritable polémique, c'est pas le fait qu'il s'en aille, parce que je veux dire, à 34 ans, de toute façon, il fallait s'y attendre. Ça fait quand même depuis 2-3 ans qu'il est disputé. Beaucoup sont partis. Depuis l'époque de Mourinho, il était plus ou moins sur les bancs. Il était déjà sur les bancs, il était relégué. Diego Lopez a largement pris le flambeau. Donc il n'y a rien qui soit étonnant du fait qu'aujourd'hui, je pense même que c'est une chance pour lui qu'on a encore pu le prendre au FC Porto. Donc ça, c'est pas ça la polémique. La polémique est autour du fait que voilà, c'est plus sur la forme. Comment est-ce que ça a été fait? Et pourquoi est-ce qu'il y a derrière le fait qu'il n'y ait pas eu une belle célébration autour du départ de Casillas, qu'il y ait eu des problèmes dans le club? Qu'est-ce que ça signifie? Très bien, on va évoluer avec la prochaine titraille, d'où l'intervention bien sûr de l'EPI. On dit le jour du départ de Casillas. Bon, malheureusement, je ne peux pas faire grandir l'élément. Il est en larmes, il est en pleurs, il s'avoue très ému. Los héros también, les héros aussi. Despedida, lastimosa. C'est le quotidien AS qui titre la situation de Casillas. Et on voit avec AS toujours à côté, à la Madrid avec Casillas, qui est dans une situation on saurait le consoler, Oui, c'est très émouvant de regarder toutes ces images. Mais je pense qu'elle a tout à fait raison, Lydie. D'ailleurs, je pense que c'est pas par hasard qu'on est assis l'un à côté de l'autre. Mais vous avez toujours raison. Non, visiblement on n'a pas eu le temps. On est bien curieux. Visiblement on n'a pas eu le temps d'être si proche ce soir. Le rapprochement, je l'espère, va se poursuivre après cette émission. Je disais ça en passant. Non, très sérieusement maintenant, je pense qu'effectivement elle a eu raison. Elle a eu raison de rappeler que c'est vraiment la séparation qui a été très mal négociée. Parce qu'au fond, personne ne sait si Casillas lui-même n'avait pas une envie d'ailleurs. Il avait probablement lui-même peut-être envie d'aller ailleurs. Il se sentait plus tout à fait bien avec les supporters, avec l'administration du club aussi. Ça ne marchait pas tout à fait très bien depuis quelque temps. Donc, au fond, la séparation n'a pas été, l'adieu en tout cas n'a pas été digne des dirigeants du Real. Vous ne pouvez pas abandonner un joueur comme ça lors de sa conférence de presse de revoir, tout seul, devant les journalistes. C'était absolument d'une inélégance. Effectivement, Pérez, on l'a vu avec la titraille, il a essayé de se rattraper. Avec Despedida, Lastima. Écoutez, on ne se rattrape pas quand on a fait ça à un monsieur qui a passé 15 ans de sa vie, 25 ans de sa vie, qui a appris à jouer au foot là-bas, qui a tout gagné avec le Real. Pour faire ça aussi. Bien sûr, je veux bien
je veux bien, mais après, n'oubliez pas que Casillas, après avoir... Je suis d'accord, Georges, mais n'oublie pas que Casillas, je peux te tutoyer, il est resté là-bas après avoir gagné des titres. Il aurait pu aller ailleurs depuis longtemps. Il y a eu des sollicitations à un moment donné. Il y est resté probablement pour d'autres raisons. Son cœur a parlé. Il a donné son cœur au Real. Le Real n'a pas su, malheureusement, sur la fin, le lui rendre. Oui, Luc Pelé, on dit justement cette situation, parce qu'il y avait une autre situation brûlante du côté Real Madrid. Le départ d'un autre joueur, Sergio Ramos, annoncé justement du côté de Manchester City. On va voir avec la presse qui apparaît le lendemain du départ de Casillas, lorsque Florentino Pérez essaie de se rattraper, Marc a-t-il intransférable. C'est-à-dire que finalement, ces situations font en sorte que Sergio Ramos, on lui a dit, bah, tu sais quoi, au final, tu ne bouges pas. Moi, ce que j'aime sur Florentino Pérez, c'est un businessman. Sur le plan sportif, il n'a pas toujours les résultats. Je me rappelle à l'époque, lorsque David Beckham arrive au Real de Madrid, Hierro, au vestiaire, lui dit ici, il n'y a pas de star, la star, c'est le club. 2 semaines après, Hierro, out. Okay? Aujourd'hui, tout le monde verse d'alarme pour Casillas. Pour moi, Casillas, avec tout le respect que j'ai pour ses titres, ses résultats, c'est tout ce qu'on ne devrait pas avoir dans le football. Okay? On lui a déroulé un tapis toute sa vie. C'est un enfant du système. Et moi, je suis dur parce que Casillas, très honnêtement, il a bénéficié de choses qui pour moi ne sont pas normales. Okay? Moi, je suis un socialiste. Je pense que tout le monde, il y a une égalité des chances pour tout le monde, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quelle chose. Il n'est pas normal, okay, que lorsque Casillas est mis en difficulté par Lopez, par 2 entraîneurs successifs, parce que le premier, on a dit Mourinho ne l'aime pas. Il y a eu un deuxième, Ancelotti, il a mis au banc, qu'on fasse partir celui qui est titulaire pour que Casillas revienne. Je dis, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, ils sont en train de partir. Il est quand même entraîneur à la Porto pour 10 millions d'euros. Il va se faire de l'argent, il a toujours été payé. Il a fait son boulot, il a été payé. Alors qu'on arrête, on ne lui a pas fait une fête. Tant pis pour lui. Voilà. Très bien. Très bien, Luc Pelé également, juste pour rappeler que nous sommes au terme de cette émission. Avant, effectivement, ça passe tellement vite, ça me disparaît malheureusement. Avant cela, on vous prie de bien vouloir prendre acte de la bande-annonce du prochain sujet. Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Nein zu Rassismus. Non au racisme. Non al racisme. No to racism. Le jeudi 38 à 21h30, ne manquez pas le focus local autour de l'Afro-Basket 2015. Nous allons ensemble découvrir si l'espoir avec nos sélections est possible. Justement, on revient sur le sujet concernant le sujet Casillas. On rappelle tout simplement que nous au terme de cette édition. En tout cas, sachez, monsieur Edlam, que nous, sur ce plateau, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport.